Si je vous dis slip en fourrure, culturisme et grosse épée, ça vous évoque... Ouais, pas loin. Mais si j'ajoute à l'équation une chemise rose et un tigre vert. Vous avez bu, Didier. Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air. Ouais, dit comme ça, on pourrait penser que je suis bourré. Mais ceux qui savent, savent. Je détiens la force toute puissante. Aujourd'hui, on va remonter le temps, car à la sortie du film Les Maîtres de l'Univers me rend nostalgique d'une époque où les dessins animés étaient de grosses pubs déguisées et où tous les torses de nos figurines se ressemblaient. Alors, sortez votre plus belle coupe au bol et vos pectoraux saillants, c'est parti. Malgré le succès de leur emblématique poupée blonde Barbie, la compagnie Mattel galère dans les années 70 et tout particulièrement auprès des petits garçons. L'achat de licences coûteuses comme celle de Battlestar Galactica et le refus de bosser avec un certain George Lucas sur l'adaptation en figurine des personnages de son dernier film appelé Star Wars vont clairement mettre la firme en danger. Juste avant les années 80, l'équipe créative est remplacée et doit absolument trouver l'idée qui renflouera les caisses. Un des écueils que les fabricants de jouets rencontrent à l'époque est la surveillance des programmes télévisés par l'Action for Children's Television, une association fondée en 1968 par un groupe de mères de famille dénonçant l'exploitation commerciale des enfants et militant pour l'amélioration de la qualité des programmes pour les plus jeunes. 3 projets ressortent donc des sessions de brainstorming de Mattel, dont un barbare du passé. La décision de continuer sur cette idée va s'appuyer sur un genre qui commence à faire sérieusement parler de lui, l'heroic fantasy. En effet, dans les années 1960-70, le Seigneur des Anneaux est un symbole de la contre-culture, notamment la culture hippie, et, inspiré par cet univers, apparaît au milieu des années 70 le jeu de rôle sur table Donjons et Dragons. De plus, l'année 1980 est marquée par l'annonce du tournage de l'adaptation cinématographique des aventures de Conan le Barbare, publiée alors chez Marvel Comics, avec, dans le rôle titre, un culturiste du nom d'Arnold Schwarzenegger. Mattel envisage alors de surfer sur la sortie du film pour adapter le personnage en jouet. Pour cela, il faut non seulement obtenir les droits d'adaptation auprès de l'auteur Robert E. Howard, mais également adapter l'univers aux plus jeunes. Or, après moult négociations, le projet reste trop coûteux, et Raymond P. Wagner, directeur de la firme, décide, sans en parler aux partenaires concernés, d'abandonner les discussions, mais il demande à son équipe de conserver l'idée de base d'un héros barbare avec un physique très musculeux, basé sur les premiers moulages en prévision de l'adaptation de Conan en figurine. Pour faciliter la mémorisation du nom du héros auprès des plus jeunes, le nom anglais sera tout ce qu'il y a de plus primitif, He-Man, qu'on peut traduire par « lui, homme ». Tarzan. En français, on a fait un peu mieux, même si on réduit le personnage à tout ce qui s'éloigne d'une quelconque capacité cérébrale. Musclor. Le ton est donné. Le héros sera caricaturalement viril. En 1982 débarquent un petit peu à la surprise générale les premières figurines aux États-Unis pour une sortie chez nous en septembre. De nombreuses publicités sont produites, dont une en version animée par le studio Filmation. Le hasard fait bien les choses, puisqu'un changement à la tête de la Commission fédérale des communications initié par le président Ronald Reagan permet aux différentes chaînes de diffuser des programmes pour enfants sans avoir à tenir compte de leur intérêt éducatif. C'est alors que vont débarquer sur les écrans une déferlante de publicités de 20 minutes gentiment camouflées derrière le nom de dessins animés, parmi lesquels G.I. Joe, Mon Petit Poney, Transformers, Mask et j'en passe. Pendant les 7 ans que durera la production des figurines des Maîtres de l'Univers, c'est près de 70 personnages ou variantes, plusieurs véhicules ou montures et 4 ensembles de jeux qui sortiront des usines de Mattel pour remplir les étagères des Toys R Us et autres magasins de jouets.
Filmation est à nouveau contacté pour produire la série animée, mais ils décident de s'éloigner de l'esthétique de leur publicité, proche des comic books de l'époque, pour rendre le produit plus attractif aux plus jeunes, notamment en ajoutant également une petite touche d'humour à travers le personnage d'Orko. Car, n'oublions pas que le dessin animé n'est qu'un support publicitaire pour inciter nos chères petites têtes blondes à nous réclamer Stinkor, le personnage putois qui pue vraiment, Griselor et son authentique fourrure, Musclor en tenue d'Adam, avant sa transformation, en Adam quoi, ou encore le Snake Mountain et son micro intégré. Certaines de ces figurines, notamment à travers de nouveaux packaging, sont aujourd'hui plus que collector. Mais, pour se donner bonne conscience, les créateurs adoptent un concept présent dans tous les dessins animés de l'époque, support publicitaire à nombre de jouets. Chaque fin d'épisode dévoile une petite leçon de morale ou de citoyenneté. Mais le progrès implique des changements, et ces changements impliquent parfois la destruction d'arbres pour construire des bâtiments. C'est pourquoi il est crucial de choisir certains endroits protégés qui restent à l'état naturel. Notons quand même le passage dans les studios de Filmation de deux noms qui feront parler d'eux par la suite, Joseph Michael Straczynski, qui créera la série Babylon 5 10 ans plus tard, et Paul Dini, scénariste sur énormément d'adaptations en dessin animé de Batman. Comme tout succès télévisuel qui se respecte, germe très vite l'idée d'une adaptation cinématographique. D'autant plus que la production du dessin animé s'est arrêtée en 85. Afin de porter le personnage de Musclor sur grand écran, Mattel s'associe au groupe Canon, pas celui des appareils photo, mais la société de production de films. Réputée pour ses films petit budget, elle est aussi à l'origine de gros succès comme Highlander ou Bloodsport. Pour le rôle principal, on ne fait pas appel à Arnold Schwarzenegger, l'ironie serait un peu trop grande, mais à Dolph Lundgren, qui s'est fait connaître 2 ans plus tôt par son interprétation du froid soviétique Ivan Drago dans Rocky IV. Sorti en 1987, le film Les Maîtres de l'Univers est un échec commercial avec une perte de 5 millions de dollars sur un budget de 21 millions. Ceci marque un peu le début de la fin. La même année sort la dernière série de figurines, et un peu comme cela avait commencé, tout s'arrête net. Quelques vaines tentatives de maintenir la série dans l'esprit du public sont tentées, comme la série animée dérivée et les jouets associés She-Ra, plutôt destinée aux petites filles, créée en 85, et un retour de Musclor version Space Opera en 89, mais rien n'y fait. Au début des années 90, les Maîtres de l'Univers ne sont déjà plus qu'un souvenir. Un souvenir, oui, mais un souvenir solide. En effet, les fans de la première heure n'ont jamais oublié Musclor et sa bande de copains bodybuildés. Il y a même des communautés de fans très fidèles, notamment aux États-Unis. À travers différentes adaptations, la licence survit. Certes, discrètement, mais elle est toujours là. Et puis arrive le Comic-Con de San Diego 2001, où une nouvelle gamme de jouets Mattel est révélée. La collection de figurines articulées sortie en 2002 n'a pas autant d'ampleur que celle des années 80, et beaucoup de personnages n'ont même pas droit à leur version plastique. Certains honoreront quand même les étagères des collectionneurs, mais grâce à des versions statuettes, grâce à la firme NECA, produite de 2005 à 2007. Et ce qui a marché 20 ans plus tôt peut peut-être fonctionner à nouveau. Donc, une nouvelle série d'animation est créée, ainsi qu'une nouvelle série de comics, mais également 2 jeux vidéo. Un sur Game Boy Advance en 2002 et un sur PlayStation 2 en 2005. Et histoire de voir si les fans de la première heure sont toujours là, en 2007, à nouveau lors du Comic-Con, Mattel prend la température avec de nouveaux prototypes de jouets qui donneront naissance à la gamme classique en 2008, qui devait initialement reprendre la collection des années 80 pour lui rendre hommage, mais qui, devant son succès, deviendra même plus conséquente encore. En 2012, afin de coller avec la société actuelle où nous passons beaucoup de temps le nez sur nos téléphones portables, sort le jeu sur smartphone He-Man, le jeu le plus puissant de l'univers. La même année, DC Comics relance la publication de comics de Musclor et de ses amis à travers des mini-séries, des crossovers et des one-shots. Puis, pendant presque une dizaine d'années, c'est un peu le calme plat. Les fans devront se contenter de 3 jeux de rôle et de quelques jouets vraiment destinés aux fans inconditionnels, tant ils sont d'une part peu mis en avant côté publicité, et d'autre part fabriqués par des compagnies souvent considérées comme les versions cheap des grands noms, comme le Château des Ombres par un concurrent de la firme Lego, Mega. Puis, en 2021,
Netflix fait une première tentative pour faire renaître le mythe, avec une nouvelle adaptation animée, Les Maîtres de l'Univers Révélation. 3 ans plus tôt, c'est She-Ra qui avait eu droit à son reboot sur la chaîne de VOD. Mais c'est 2026 qui semble réellement marquer le grand retour de Musclor sur le devant de la scène. En effet, le 3 juin sort au cinéma la nouvelle version live des aventures des Maîtres de l'Univers, à grand renfort d'effets spéciaux et de teasing. En plus de cela, sort prochainement un beat'em up à l'ancienne, reprenant le design du dessin animé des années 80. Un peu à l'image des Dragon Ball Z Budokai ou Tenkaichi, quand ils sont sortis à l'époque, les éditeurs ont tout à fait compris comment toucher l'enfant fan des Maîtres de l'Univers qui sommeille encore dans tous les quadras et quinquagénaires. Et fin avril, Mattel, qui compte bien accompagner la sortie de tout cela d'un paquet de jouets et de goodies, propose à travers sa gamme Mattel Bricks, sa version du Château des Ombres à monter en petites briques à emboîter. Mais la boucle ne serait pas bouclée sans une nouvelle gamme de figurines articulées. Et ça tombe bien, car Mattel, à travers sa nouvelle gamme Masters of the Universe Origins, compte répondre à ce manque. Finalement, peut-être que notre héros bodybuildé a encore de beaux jours devant lui. Alors, pourquoi ça me détend ? Parce que comme pour beaucoup d'autres choses, c'est la nostalgie qui parle. Le gamin que j'ai été aurait tué pour jouer à un beat'em up avec de tels graphismes. Un film comme ça m'aurait mis des étoiles dans les yeux. La dernière version animée Netflix m'aurait encore plus poussé à harceler mes parents pour acheter une nouvelle figurine. L'aspect volontairement exagéré de tous les personnages reste agréablement risible, représentant bien les archétypes de l'époque. Ajoutez à ça un petit côté Superman avec le timide et pétochard Adam, qui, juste en se foutant quasi à poil pour devenir Musclor, est méconnaissable pour les gens autour. Attendez, son identité secrète, c'est de se foutre à poil ? Mais au moins, quand j'étais enfant timide et pétochard, je me disais que j'avais juste à trouver l'épée de mon héros pour en devenir un moi aussi. Et quand on voit les visuels qui décorent les packaging ou les concept art, on est vraiment dans l'outrance la plus totale. On est en plein dans le concept du « plus c'est gros, plus ça passe ». Des tanks requins, des dinosaures cyborgs, des aigles géants munis de lasers, des véhicules araignées robots. Les délires des créateurs n'avaient aucune limite, mais on prenait sans poser de questions et en trouvant ça méga cool. Et tous les produits estampillés Maîtres de l'Univers ont bénéficié d'une attention particulière en termes de graphisme. Aujourd'hui, certaines peintures sont iconiques et connues de beaucoup sans pour autant qu'elles ne soient apparues à la télévision, en particulier celle d'Earl Norem. Comics ou mini-comics, packaging, posters, publicité, tous ces supports visuels ont permis à un grand nombre d'artistes d'apporter leur pierre à l'édifice. Beaucoup d'artistes reconnaissent que l'avantage de la série, c'est son association exagérément réussie de la science-fiction et de la fantasy, permettant de puiser dans chacun des univers de manière plus ou moins prononcée en fonction des goûts du créateur pour son œuvre finale, et ce avec la touche personnelle de chacun. Et je pense que ça a joué aussi chez moi, gamin fan de SF, tu accroches, gamin fan de fantasy, tu accroches, gamin fan de héros invincibles, tu accroches, gamin fan de gentils qui battent à chaque fois les méchants, tu accroches, gamin qui veut reproduire avec ses jouets ce qu'il voit sur son poste de télé, tu accroches, et aujourd'hui je pense que tout ça parle encore au grand enfant que je suis. Ce qui m'a fait sourire à la lecture des différents ouvrages dont je me suis servi pour cette vidéo, c'est de voir que, quelles que soient les personnes interviewées, elles mettent Musclor et sa bande sur un piédestal impressionnant. Alors peut-être que c'est parce que je suis pas un fan hardcore, ou peut-être que, comme l'ouvrage est traduit de sa version américaine, aux États-Unis il y a vraiment cet amour inconditionnel, mais à lire ces témoignages, Les Maîtres de l'Univers, ou Motu comme ils l'appellent, est un chef-d'œuvre dont on tait volontiers les raisons pour lesquelles la licence a fini par moins plaire il y a presque 40 ans. En tout cas, aujourd'hui, Musclor et son univers sont rentrés dans la culture populaire, comme en témoignent les clins d'œil à travers la pop culture ou encore les mèmes de Skeletor. En conclusion, Musclor a su traverser les années, sans prendre une ride et sans perdre son pagne en fourrure. Qu'on le moque ou qu'on l'adule, il est toujours présent dans les mémoires de beaucoup et apparemment, il compte bien en marquer d'autres. Alors merci Mattel pour ce coup de pub de génie, même si vous avez ruiné plus d'un par an et enrichi les revendeurs d'occasion des années 2000. Voilà ce que je peux vous dire au sujet des Maîtres de l'Univers et en quoi ils me permettent de partager avec mes enfants un univers dont j'étais fan à leur âge. Si cette vidéo vous a plu,
N'hésitez pas à la liker et à la partager pour m'aider à me faire connaître. N'hésitez pas non plus à la commenter, sans barbarisme, et à me dire quel était votre personnage préféré ou quel autre dessin animé publicitaire vous aimiez. Enfin, pensez à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines sources de détente. Pour des raisons personnelles, la prochaine vidéo mettra un peu plus de temps à sortir, mais si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller découvrir mes autres vidéos en attendant. Je vous dis quand même à très bientôt. Pour ma part, je vais me détendre un peu. Et merde.